téléspectateurs et bienvenue dans la seule émission qui commence par un incendie derrière moi. Vais-je survivre pendant les 52 minutes qui arrivent? Je ne sais pas. Bienvenue dans Plus ou Moins Geek, le seul magazine culturel qui revient sur 50 ans de pop et de geek culture. Avant de vous présenter l'invité qui va passer cette heure avec nous, laissez-moi vous introduire de manière svelte et légère la team de choc réunie en ce plateau. Il forme un duo de choix avec Philippe Manœuvre à la radio, notre expert série télé, Joe Hume. Il forme un duo de choc avec Jean-Pierre Puters dans leur magazine qu'on aime tant, Metaluna, notre expert cinéma, Rurik Salé. Il forme un duo de choc avec Dédé, son voisin bordelais, lors de soirées multicrêpes party Tefal, notre expert BD roman, Laurent Kessy. Vous le savez, il ne fait jamais bon être présenté en dernier dans l'émission. En tout cas, Bertrand Amar, viens Bertrand, c'est lui. Tu as relevé le défi. C'est bien, t'as attendu que ça se dissipe un peu. Voilà. Merci David. Il y a des gens qui ont vraiment brûlé derrière. Oui. Hein. C'est ça le petit odeur de Rossi. Ouais. Bertrand, tu vas passer 1 heure avec nous, tu auras le droit d'interagir, mais ça je te l'expliquerai dans quelques instants. Tout de suite, le sommaire. Aujourd'hui, vous découvrirez ou redécouvrirez le film The Mission, le jeu de cartes Netrunner, un dictionnaire qui vous décrypte le terme domotique, Micros de Jean-Yves Mitton, science-fiction avec un Baptiste toujours aussi vénère, une enquête sur les outsiders de la web-série, un retour sur l'année 1986 avec Rudy Pomared, la série télé Wonder Woman, et pour finir, la shopping list. Je suis ravi en tant que gamer ultime. Ah oui. On a parlé un peu de ce genre. Ouais. Gamer ever, quoi. Mario Wii, ça Exactement. déchire. Bertrand, je suis ravi de t'accueillir. Bertrand, j'ai présenté déjà mes petits camarades parce que des fois, il y en a certains qui n'ont pas potassé. Hein, lui là-bas. Peux-tu me dire qui est Bertrand Amar, Laurent? Bien sûr, alors il a un blog sur Melty, il travaille aussi pour Télé 7 jours, on a discuté en loge avant. Oh là là, c'est génial. Et toi, tu fréquentes trop Carole Kenten. Ouais, c'est ça. Bertrand, t'es passé sur RTL, Énergie, Canal J pour la télé, France 2 sur des émissions qui n'étaient pas, des fois pas forcément autour du gaming. Non, absolument. T'as fait quelques infidélités à ton genre de prédilection. C'est vrai. W9, Énergie 12. Bon, Énergie 12, personne n'est parfait, hein, j'ai envie de dire. Je crois que personne ne regarde. Non plus. Donc ça va, personne l'a vu. Du Voilà, coup. Ouais. Direct Star, et puis on discutera un petit peu de ton actualité, de ton parcours un petit peu plus tard dans l'émission. Avec plaisir. Je te repitch un petit peu le principe de l'émission, est-ce que tu vas devoir faire en plateau. Mes petits camarades auront 6 minutes chacun un tour de rôle pour te convaincre. Ils vont revenir sur une œuvre qu'ils vont décrypter, qui vont te faire découvrir ou peut-être redécouvrir. En fin d'émission, ça sera à toi d'élire le chroniqueur qui t'a le plus convaincu, en sachant que comme on arrive effectivement en toute fin de saison, celui qui aura eu ton vote peut-être sera l'animateur de la saison prochaine, celui qui t'a pas convaincu sera jeté au lion. Voilà. D'accord. Même on va le tuer. Ou l'envoyer sur Énergie 12. Je m'entends très bien avec... Tu dis, j'allais te chercher un café, Pas de pression du tout. Justement, Rurik, il est temps de faire le Lèche Bot Blues, parce que c'est à toi. Ma rubrique, j'ai décidé de la faire sur un polar où il ne se passe presque rien, où il n'y a presque pas de dialogue et presque pas de mouvement, mais c'est génial. Okay. Quelques images. Voilà. 我係奧比，人林王。 S-boom, voilà. Il n'y a pas des masses de dialogue, mais il y a des masses de... Il y a des masses de bim, 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 bim. Et il n'y en a pas tant que ça dans le film. En fait, ils essaient de te le vendre comme ça. Vous avez remarqué au passage le meilleur acteur du monde dont j'avais déjà parlé dans Ebola Syndrome. Ouais. L'homme hyper classe avec ses lunettes de soleil, le premier qui descend l'escalator, c'est Anthony Wong. Extraordinaire acteur qui est là aux antipodes de ce qu'il avait fait dans Ebola Syndrome. Comme quoi, c'est un acteur formidable. C'est un film de Johnny To. Johnny To est un homme qui travaille en famille. Il a toujours les mêmes acteurs. Que ça soit dans plus ou moins, dans The Mission, dans Exilé ou dans Vengeance avec Johnny Hallyday. N'oublie pas, il a fait un film avec Johnny Hallyday. Et il y a toujours Anthony Wong, L'âme chouette, etc. C'est sa bande de voyous. Cette bande de voyous ici, ce sont des acteurs de Hong Kong. Regardez, Johnny et Johnny. C'est pas merveilleux ça? Voilà. Ce polar, c'est quoi? C'est un polar à la Johnny To. C'est-à-dire que Johnny To, il a deux carrières. Il a une carrière un peu commerciale pour gagner de l'argent dès qu'il y a la fin de l'année ou le nouvel an chinois, etc. Il fait ça, voilà, c'est ça. Il fait sa petite comédie commerciale. L'homme
love, machin, etc. Hong Kong, ils sont très romantiques, très mariage, etc. C'est dans leur truc. Ça, c'est ces films qui sortent pas en dehors de Hong Kong. Ça. Voilà, donc ici, on a rien à foutre. Par contre, il fait des films qui tournent parfois en 8, 9 mois, 1 an. Il interrompt le tournage, il reprend parce qu'il a un immeuble. Donc des fois, il installe les studios carrément dans les étages ou sur le toit. Donc il les tourne à son rythme. Parfois un petit peu en écriture automatique, c'est-à-dire à peine de scénario, voire pas de scénario du tout, et il tourne, bah tiens, demain on va faire ça. Les acteurs lui font confiance parce que c'est sa famille et ils viennent tourner son film. C'est le cas de The Mission, qui raconte une histoire quand même, c'est un peu un film jazz, un film free jazz, comme ça, ils improvisent sur un thème. Le thème c'est quoi? C'est un mec, on voit le vieux au départ, il a des cheveux blancs, on sent que quelqu'un veut le tuer, on sait pas qui c'est, donc il a peur, donc il emploie des tueurs professionnels, tous très différents, pour le protéger. Et ensuite, c'est à peu près ça. Après, ça suit les relations entre les mecs, qui est le chef, qui a couché avec la femme de machin, etc. Et ça suit une espèce de tranche de vie de mafieux pendant quelques jours jusqu'à ce qu'ils arrivent à savoir qui est le traître et qui veut le tuer. Et c'est génial, parce qu'on pourrait... Alors, voilà, c'est le plan typique de Johnny To, c'est que des mecs comme ça... tout droit, comme ça, qui tiennent leur pistolet sans bouger, qui attendent un petit peu façon western spaghetti. Par exemple, il y a cette scène qu'on voit dans le supermarché, on en voit un petit bout, qui est absolument génial. Ils sont en train de balader le chef comme ça dans un supermarché, et tout d'un coup, ça leur tire dessus, ils se cachent tous derrière un poteau, et ils bougent pas. Et c'est totalement immobile, et tu sens que chaque mec regarde un angle précis, et il se passe rien pendant 2 minutes. Et tu attends, et tu te dis d'où va sortir le mec, quoi. Et le moindre détail, t'as un mec qui passe un chariot au moment pour nettoyer, et ils le regardent tous passer comme ça, et c'est hyper silencieux, façon Sergio Leone un petit peu. Et c'est génial, parce que du coup, tu guettes le moindre événement. Et tout d'un coup, ça explose dans tous les sens. Ouais. C'est l'anti-John Woo. Alors, bien sûr, à Hong Kong, le bas blesse parfois sur certains trucs. La musique, c'est un petit peu fait alors que bon, tant pis. Et malgré tout, c'est un vrai tube, la chanson. À tel point que... j'ai eu la chance de croiser ces gens-là, ces acteurs-là, 2 fois. Et le mec qui est un peu gros dans le film, qui est un extraordinaire acteur de Hong Kong, qui s'appelle Lam Chouet, qui joue dans tous les Johnny To ou presque, sa sonnerie de téléphone, c'est le générique de The Mission. C'est assez marrant. C'est Gangnam Style aussi, le générique. Voilà, c'est ça. Ou Gentleman, je sais plus trop. D'ailleurs, j'ai eu un jour la chance de les croiser, c'était incroyable, puisque j'avais rendez-vous avec Anthony Wong, le mec d'Ebola Syndrome. Je sais pas si je vous l'avais dit ou pas, je vais leur dire, sinon montage. Là. Non, ça m'a fait tellement plaisir. J'avais rendez-vous avec lui pour une interview. Rien d'incroyable, tu vois. Nous, on a la chance de te recevoir, on n'est pas pour autant ton ami. Tu vois ce que je veux dire? Donc on avait rendez-vous. Alors, c'était pas gentil, mais ça m'a fait rire quand même, tu vois. Non, mais c'est plutôt... Et on me demande de venir dans l'immeuble Milky Way, qui est l'immeuble de Johnny To. Donc je dis, putain, l'immeuble de Johnny To. Et je monte comme ça. Alors déjà, on me fait rentrer, alors que normalement, je devais attendre en bas. Bon, je me retrouve dans les escaliers. J'ouvre une porte, je vois Anthony Wong, l'acteur d'Ebola Syndrome et The Mission, en caleçon. Il me fait « Ah, mais attendez, j'arrive tout de suite » et tout. Alors je vais « Oh merde, je suis dans les loges et tout. » Donc je monte, j'arrive sur le toit de l'immeuble et j'ouvre la porte. Tous les acteurs de Johnny To étaient là, quoi. Et je me dis « Oh !» Et je me dis, j'ai pas le droit d'être là, en fait. Quoi. Et ouais, et je les vois tous en train de tourner exilés. Donc c'était exilés. Ils étaient tous comme ça en costard. Et je me dis, putain, mais je suis dans un film, ça y est, quoi. Et t'as Johnny To dans son... Alors Johnny To, je passais 4 jours sur le tournage. Il m'a dit bonjour, une fois, je crois. Peut-être. Peut-être. Et voilà. Donc c'est vraiment, ce sont des gens qui ont un charisme incroyable, qui sont vraiment des acteurs chevronnés, qui ont fait leur carrière dans des séries télé hongkongaises un peu à l'eau de rose, un peu pourraves, mais qui ont vraiment fait tellement de films, tellement de trucs qui sont parfaits, et ils sont vraiment dans un film jazz, ils improvisent, ils créent leurs personnages, et je ne sais pas comment... Je sens que Bertrand, t'as gagné quelques points. Ouais, pour le moment, là, tu démarres bien. Ah, hein. Bertrand, t'es pas à l'abri d'animer l'émission la saison prochaine. Oh. En tout cas, si on va attendre un petit peu la fin de l'émission pour avoir l'avis de Bertrand, mais si vous avez déjà envie de donner un petit plus à Rurik, ça se passe sur le hashtag plus ou moins geek. T'es plutôt Twitter ou pas? À fond, ouais. Oula, ouais. oui. T'as intérêt à nous follower. Je vous follow direct. Oh, grave. Écoute, t'as 2-3 minutes parce que tout de suite on retrouve Stéphane. Alors lui, non, ne le followez pas, il n'y a aucun intérêt. Mais en tout cas, si lui, il a pris un parti pris un petit peu atypique dans cette saison 3, puisque ça va être la 2e fois, je crois, qu'il vous parle d'un jeu de cartes. Tout de suite, c'est Netrunner. On se retrouve juste après. Bienvenue dans votre interlude ludique. Nous présentons cette fois une ancienne pépite rebootée, Netrunner, un des premiers jeux de cartes évolutifs, également un des plus connus, création du célèbre Richard Garfield, le fameux auteur du jeu de cartes à collectionner Magic l'Assemblée. Netrunner s'inscrit dans l'univers Android, un théâtre qui accueille plusieurs autres jeux, dont Infiltration. Netrunner, pour sa part, oppose 2 joueurs et met en scène une lutte cybernétique, une lutte menée dans la matrice par une corpo et un runner. On est à 300% dans l'anticipation, dans le cyberpunk et dans l'esprit du neuromancien de William Gibson. Laurent Kessy va être ravi. La partie commence lorsque les joueurs récupèrent leur rôle et bâtissent leur deck, le jeu de cartes avec lequel ils vont attaquer leur adversaire.
Anthony joue côté runner et il prend la faction criminelle. Il aurait pu également être anarque ou appartenir à la faction des façonneurs par exemple. John de son côté prend le rôle corpo et il opte pour As Bioroid avec quelques emprunts à Jinteki Corp et au consortium Wayland. Dans un jeu de cartes évolutif, tous les joueurs disposent d'un même set de cartes de base avec lequel ils s'efforcent de créer la meilleure combinaison en fonction de leur propre style de jeu. Actuellement, les joueurs dégraissent leur deck, c'est-à-dire qu'ils en ôtent toutes les cartes qu'ils estiment superflues de manière à rendre le jeu de cartes le plus efficace et compact possible. Les placements sont faits, quelques premières cartes ont été jouées et la corpo finit son troisième clic, c'est-à-dire sa troisième action. C'est maintenant à Anthony qui ouvre son tour en installant un programme de brise-glace sur son deck. C'est la première de ses 4 actions. 4 ? Oui, car dans Netrunner, nous sommes dans un jeu asymétrique. Les deux ennemis, corpo et runner, ne jouent pas avec les mêmes cartes, ni avec les mêmes règles. Ils ne partagent que des interactions violentes et leur très fort antagonisme. La corporation gagne si elle mène à bien 7 points de projet ou si elle tue le hacker. Le runner gagne s'il vole 7 points de projet à la corporation ou s'il épuise sa pioche. La main revient à John qui installe un serveur distant. La carte ainsi posée peut être un projet, c'est-à-dire exactement ce que cherche à voler le runner, ou un leurre destiné à piéger les hackers, une carte à voir potentiellement offensive. Pour le moment, la nature de la carte reste secrète, ce qui est un privilège du joueur corpo. John poursuit ses installations en plaçant devant son serveur une glace, une contre-mesure d'intrusion électronique. Celle-ci est reconnaissable à son placement face au serveur et inclinée sur le côté, et elle constitue une barrière opposée au runner. Si ce serveur n'abrite en réalité qu'un piège, John est fermement décidé à bluffer jusqu'au bout. Ça y est, nous y sommes. Anthony lance son premier piratage et s'attaque à un serveur distant. Avant d'arriver à son niveau, il doit cependant traverser les défenses de la corporation, les fameuses glaces. Anthony pose une carte d'informateur, donc une carte événement, et il élimine ainsi la première opposition, il passe la première glace sans l'affronter. John décide d'activer la seconde glace, elle devient donc effective, c'est une glace d'ombre. John paie son coup d'activation, et donc on active les différentes routines de la glace. La première est plutôt à l'avantage de la corporation, la seconde est une traque. Est-ce qu'Anthony va payer pour essayer d'échapper à la traque? Est-ce qu'il va employer des relais? Non, il laisse la traque se poursuivre, la traque est donc réussie, et John place un marqueur tag sur le hacker. Cela ne stoppe pas pour autant le piratage. Anthony arrive à présent au serveur distant. Est-ce qu'il va révéler la carte? John bluffe un petit peu, il essaie de faire croire qu'il s'agit d'un avoir, mais cela ne dissuade pas Anthony. Anthony révèle la carte, la découvre, et on découvre enfin le contenu de ce serveur. Il s'agit bien d'un projet, donc la carte que cherchait le hacker. C'est un bêta-test accéléré qui vaut un total de 2 points de victoire. Encore 5 et Anthony aurait gagné. Après ce run réussi d'Anthony sur la corpo, John a violemment riposté, mais son heure de gloire n'est pas encore venue, la première phase d'une partie étant toujours à l'avantage du runner, surtout quand il se montre agressif. Alors que la corporation développe de nouveaux serveurs distants, lassé d'attaquer le serveur recherche et développement, Anthony revient à la charge et s'en prend à un nouveau serveur qui semble mal protégé. En l'occurrence, il s'agit d'un avoir, une secrétaire agressive qui est en embuscade et qui cause l'effacement de 2 programmes sur son deck. John sourit, son plan a parfaitement fonctionné, tout comme son bluff. Anthony est tombé dans le piège et il va maintenant devoir jouer en défense pour reconstruire son deck. Malgré des attaques répétées et quelques coups chanceux, le runner n'est pas parvenu à remonter la pente. La corpo réalise à présent l'avancement de tous ses projets, bien protégés par des glaces variées. Elle a déjà réalisé 5 points de projet, et John n'a pas l'air mécontent de sa dernière pioche. Il joue la carte immédiatement et dépense le clic correspondant. Avec la carte Livraison de Kaguya, il vient de gagner 2 points d'avancement gratuits supplémentaires et il finalise immédiatement son objectif en cours. Il s'agit de sécurité privée qui lui garantit ses 2 derniers points de victoire. Anthony s'admet vaincu, c'était une belle partie. Quant à Anthony, il n'a plus qu'à revoir la totalité de son deck. Je vais avoir le plaisir de vous poser une question à laquelle je ne veux pas de réponse. Vous allez voir, c'est un nouveau concept. Est-ce que vous savez ce que c'est que la domotique? Non. Ça tombe bien, c'est le sujet du dictionnaire. Ah, c'est bien foutu ces lancements. Bonobo et bienvenue dans ce... Oh merde. Allô? Centrale, tu peux fermer les volets? Volet fermé. Cool.
dans ce dictionnaire sur la domotique, néologisme formé du latin domus, maison, et automatique. C'est l'ensemble des technologies mises au profit d'une maison intelligente, connectée, interactive et automatisée. La maison du futur, du 21e siècle quoi. Ah merde, on y est déjà. La domotique fit son apparition en France à la fin des années 80 avec des centrales programmables par Minitel. Puis vint le Securiscan, une grosse centrale d'alarme à 20 000 francs qui commutait à distance la lumière, le chauffage, etc. grâce à des éléments radiocommandés. Cette centrale vous faisait même un rapport détaillé de tous les événements de la journée, de tous les appareils connectés, en vous imprimant gentiment 3 mètres de tickets. Puis ce fut le drame. La domotique tomba dans l'oubli, boudée par le public car trop tôt, trop cher, trop complexe à mettre en œuvre. Depuis, la miniaturisation et la fiabilité de l'électronique, les progrès des radiocommunications et l'interconnexion des objets usuels ont ouvert la voie royale à la domotique. Et puis déjà, votre bagnole vous semble complètement anodine, avec son ordinateur de bord qui surveille votre moteur, la pression des pneus, etc., son GPS, radar de recul et tout ça. Pourquoi pas la même chose dans sa baraque ? Bon, pour la pression des pneus, ça va être compliqué, mais pour le reste. Une centrale qui vous informe en direct sur votre mobile de la température de chaque pièce, une fenêtre mal fermée, vos clés restées sur la table du salon, la date de péremption des yaourts ou l'hygrométrie de vos plans de bœuf. Vous pouvez même surveiller votre maison à distance. Par exemple, voir votre chat se faire découper par votre voisin grâce à des caméras connectées en Wi-Fi à votre centrale d'alarme. La domotique est aussi utile pour les personnes âgées, les handicapés ou les grosses feignasses. Elle permet également de faire des économies en gérant au mieux ses dépenses énergétiques, en coupant l'eau, l'électricité, le gaz ou le chauffage à certains moments de la journée. Et voilà, il ne me reste plus qu'à clore cet antépénultième épisode. Allô? Allô Centrale, tu peux clore le dictionnaire? Va chier dans ta caisse. Maintenant, on sait. Ouais, maintenant on sait. D'ailleurs, je vais pas vous interroger. Allez, un petit peu de culture dans ce monde de brutes avec celui qui partage le multicrêpe partie Tefal avec son pote Dédé, mon ami Lolo Kéké. Je ne sais pas ce qui se passe, je suis complètement atterré. Lolo Kéké, les gens applaudissent. Non. Vraiment non. On dirait un participant de l'île de la Tentation. Non, mais maintenant je me tais, c'est à toi. Je vais vous parler d'un super-héros français pour la peine, vous l'avez bien cherché, qui s'appelle Micros, qui a été publié de 1980 à 1986 et dont on regarde quelques images avec une musique, j'imagine, encore merveilleuse. Donc c'est la bande-annonce d'un documentaire sur les super-héros français. Et le monsieur barbu qu'on voyait qui ressemble au Père Noël, n'est-ce pas? C'est le créateur de Micros, le personnage dont je vais vous parler. Micros. Alors justement, Micros, oui, c'est son nom de super-héros et le personnage s'appelle Mike Ross. T'as vu, j'ai réussi à sortir un truc secrète. Tu connais peut-être. Ouais, je connais. T'as lu ça quand j'étais très petit, j'avais des cheveux comme ces femmes là, voilà, comme moi, très longs, enfin presque. Donc un super-héros français. Alors le pitch c'est assez simple, c'est ces 3 persos là, Micros, Saltarella et Crabbe, qui sont à la base ils sont entomologistes à Harvard. Mais aussi champion olympique, donc c'est vraiment la tête et les jambes. J'ai envie de dire, on est proche du documentaire. Tranquille, quoi. Et une invasion d'insectoïdes extraterrestres arrive et les transforme en super-héros qui ressemblent un petit peu à des insectes. Et ça peut arriver. Et ça peut arriver. Donc jusque-là, on est dans le réalisme, hein, vous voyez, on est vraiment dans le proche du peuple, le quotidien. Et donc ces super-héros, Micros et ses amis, vont combattre des adversaires tous plus farfelus les uns que les autres. Ah, mais c'est trop marrant, là je tombe sur un personnage qui s'appelle Raoul et qui ressemble à Ra's al Ghul. Voilà, c'est Raoul. Alors, c'est un truc de ouf. Justement, donc ils ont plein d'aventures et c'est des Américains à la base. Ils ont plein d'aventures et c'est publié dans Titan ou dans Mustang, qui sont les revues qui publiaient les bandes dessinées Marvel dans les années 70-80. Vraiment les créations françaises de Lug. Hein. Voilà, et donc Lug, l'éditeur lyonnais qui publiait les 4 Fantastiques, Spider-Man et X-Men et tout ça, avait créé quelques personnages de super-héros, dont Micros, il y avait aussi Photonique. Et donc pour Micros, il s'inspirait sans vergogne de personnages américains. Voilà, le triangle un peu amoureux entre ces 3 personnages, il ressemble beaucoup à celui entre Red Richards, Jane et la chose, les 4 Fantastiques. Il y a aussi un personnage, une des aventures, ils vont à Venise.
Et il y a un personnage qui apparaît, c'est le gondolier noir. Donc c'est un mec. Intrigue à vanille. C'est un mec tout noir, mais sur une gondole au lieu d'être le Silver Surfer. Voilà, enfin, c'est plein de décals comme ça, et c'est plein de second degré. Alors, est-ce que tu dirais que c'est du rip-off de mec qui a pas d'idée ou c'est non, c'est vraiment du second degré. C'est des mecs qui connaissent tout ça par cœur et qui s'amusent, quoi. Okay. Alors, les créateurs de Micros s'appellent John Milton. Et Malcolm Naughton au scénario. Ça sent pas le pseudo, ça. Voilà, donc Malcolm Naughton, c'est Marcel Navarro. C'est lui qui a créé le personnage de Zambla, par exemple. Ah, j'adore. Il est Z, lui, Zambla. C'est le Tarzan Z. Voilà, c'est une copie d'un autre copie de Tarzan italien, tu vois. Voilà, voilà, exactement. C'est une copie de Hakim. Il a créé donc les éditions Lug en 1950. Donc le gars, il a une histoire. Il est inscrit dans une histoire du super-héros. Déjà, quand il crée Micros, il va faire les scénars au début et puis il va arrêter. Et c'est Jean-Yves Mitton, donc, sous le pseudo de John Milton, qui va continuer la série tout seul. C'est clair que ça sonne tout de suite et Jean-Yves Mitton, mine de rien, c'est quand même un super bon dessinateur qui pondait ses 20 pages par mois dans des fascicules. C'est un petit peu du John Busma. Voilà. Est-ce que je peux me permettre, comme je fais d'habitude, c'est-à-dire tout ce que vous amenez, j'ai envie toujours de l'offrir à l'invité? Ouais, non, alors celui-là, non, celui-là, il vient de chez mamie, et ce qui est marrant, donc les personnages sont américains à la base, et très vite, les auteurs les transposent en France. D'accord. Et donc, on a des carambolages comme ça, un peu bizarres. On a une scène qui m'a marqué, moi, par exemple. Les super-héros prennent une 2 chevaux ils sont en Provence, ils prennent une 2 chevaux. La 2 chevaux explose et on croit qu'ils ont péri. On n'est pas loin du multicrète par Titéphal, quand même. On est. Tu vois, c'est un peu ce qui est intéressant, c'est qu'on est à la fois dans le franchouillard et dans le super-héros. Un gamin new-yorkais qui lisait Spider-Man à New York, il voyait les immeubles qu'il connaissait et il pouvait imaginer que Spider-Man, traçait là. Et puis là, les super-héros faisaient irruption dans ton quotidien, quoi. Tu voyais les panneaux de petites villes françaises, à la fin, ils vont à Lyon. Est-ce que du coup, ils font des références à d'autres œuvres françaises à l'intérieur? Ou c'est vraiment que des références aux... c'est des références vraiment aux super-héros, et après, il y a tout un contexte français. Mais là, c'est un des derniers épisodes, on voit Mitterrand, par exemple. Ils hésitent pas à intégrer ceci. Attends, vas-y, montre-nous sa tronche. Ils hésitent pas à faire comme les Américains qui mettent en scène en Thaïlande. Bertrand, tu lisais des comics ou pas? Franchement, ça me rappelle des souvenirs parce que quand j'avais... Je croyais que t'allais prendre le bébé de chaud, ça me rappelle. Aussi. Mais quand j'avais 9-10 ans, ça m'arrivait d'acheter Strange, Métal Hurlant ou d'autres comics, mais j'ai jamais eu vraiment cette culture. J'achetais ça très occasionnellement. J'aimais plus la BD ce qu'on appelle le franco-belge. Ouais, franco-belge, plutôt Tintin et Tom Tom et Nana à l'époque. La BD de bourgeois catholique. C'est ça, exactement, c'est ce qui me définit. Voilà. Bertrand de Hamar, nous reviendrons tout à l'heure sur ce sujet. Laurent, tu as une dernière anecdote? Ouais, alors juste pour dire que c'est réédité en ce moment chez Delcourt, tous les Micros, et que là vient de sortir, Mitton vient de s'y remettre, il vient de sortir un crossover entre Micros et Photonique, dont les deux héros français. Le temps que nous plongeons justement dans la lecture de ce bouquin, on retrouve quelqu'un qui est en conflit avec lui-même, c'est Baptiste, il est en conflit avec son cerveau et avec Hollywood, on se retrouve juste après. Excusez-moi, je vous avais pas vu. On va parler d'un truc qui me vénère, mais à un point vous pouvez pas imaginer, parce que je suis quelqu'un d'assez pointilleux. C'est toutes les petites conneries qu'on rajoute dans les films qui sont complètement incohérentes parce que quelqu'un n'a pas été capable de l'allonger suffisamment de manière intéressante, sinon leur film durerait 5 minutes 15 au lieu d'1 h 30. Voilà, c'est juste insupportable. Aujourd'hui, on a qui comme crétin qui sort des conneries comme ça dans toutes les séries et dans tous les films actuellement à Hollywood? Jerry Bruckheimer, voilà, par exemple. Il n'a pas le budget, donc il met plein de merde comme ça que les gens adorent, alors que c'est complètement idiot et totalement incohérent. Bonjour, votre interlocuteur va prendre l'appel. Bon, déjà, le mec, il me gave, quoi. Il est comme ses films, hein. Il est complètement out, c'est n'importe quoi. Il y a un truc très simple, rien que les courses-poursuites, hein. C'est une question de probabilité. Enfin, vous croyez sincèrement qu'on retrouve un véhicule en 2 minutes en plein Paris? C'est n'importe quoi, vous avez une chance sur 1 million de retrouver la voiture en 2 minutes. Encore un truc, on pose la situation, là. Il y a 2 gars qui sont en train de se courir après dans un immeuble désaffecté. Il y en a un qui arrive à fermer une porte, il trouve une bonbonne de gaz et il pète la poignée. Si tu la pètes, toi, t'as plus de poignée et le mec derrière, il a toujours sa poignée. Donc tout ce que t'as fait, c'est le bloquer dans une pièce, en fait, hein. C'est complètement idiot. Dernier exemple là, un
pixel est un pixel. Si je zoome dedans, ça reste un point de couleur vert, rouge ou bleu. Je n'en fais pas une plaque d'immatriculation avec 18 chiffres dessus. Merci d'avoir patienté. Pouvez-vous me donner votre nom avant que je vous passe à la personne? Ouais, attendez là, je passe sous un pont là. Ouais. Grand classique pour ne pas répondre quand vous avez un con au bout du fil. J'espère que ces conseils vous auront été utiles en cas de carrière de merde aux États-Unis. Je suis très heureux de vous avoir honoré de ma présence. On va enchaîner avec le grand sujet geek comme d'habitude. Nous avons mené une petite enquête et cette enquête, cette fois-ci, c'est moi qui l'ai suggérée. Bah oui, j'ai le droit de m'auto-féliciter. Après tout, c'est toi le patron. Après tout, c'est moi le patron, en tout cas pour encore quelques épisodes avant la fin de la saison 3. Pour ceux qui vont en convention, ils sont toujours voilà, un petit peu frappés de voir l'énorme stand de Noob, du Visiteur du Futur et de la Flanders Company. Je sais pas si c'était web-série, Bertrand. Ouais. Donc voilà, et par contre, je me suis intéressé moi aux petits nouveaux, à tous ceux qui lancent des web-séries, qui essaient un petit peu voilà, d'arriver au niveau des 3 mastodontes. Rencontre avec 2 créateurs et on se retrouve juste après. Et je ne sais pas pourquoi vous êtes. On le sait aujourd'hui, les 3 grandes web-séries françaises que sont Noob, Le Visiteur du Futur et la Flanders Company sont quasiment indétrônables avec près de 100 millions de vues à L3. Pourtant, quelques-uns se lancent dans l'aventure en rêvant d'égaler ces 3 modèles. Rencontre avec la team des Souverains et le créateur de Past. Mais commençons par les présentations. Quel est le pitch de ta série? Raphaël, en fait, est un étudiant comme les autres et il se retrouve catapulté au 17e parce qu'il va voir la cathédrale de Strasbourg et puis il va tomber sur un vitrail un petit peu particulier où il va voir l'image de lui et de son père, tout du moins une réplique, parce que c'est un vitrail, en train de se battre à l'épée et de s'entretuer. Donc évidemment, il est un petit peu choqué par la chose. Il appelle son père qui lui présente une psy un petit peu particulière, mais une psy quand même, qui va lui proposer de faire une régression via l'hypnose. Évidemment, Raphaël, du haut de ses 20 ans, il n'en a un petit peu rien à faire de tout ça. Il rentre chez lui et découvre un médaillon sur le pas de sa porte. Un médaillon vert émeraude avec des lueurs un petit peu bizarres. Et il attendait un de ses amis qui venait manger à la maison. Et puis il lui raconte l'histoire, et puis au fur et à mesure, comme c'est un étudiant quand même, il vinche un petit peu quelques bières. Il s'endorme sur le canapé, et il se réveille au XVIIe siècle. Donc je dirais c'est un nouveau genre, c'est le KPDP fantastique. Les Souverains, c'est une série de science-fiction qui raconte l'histoire d'une bande de jeunes dont la vie va totalement sombrer le jour où ils vont rencontrer un extraterrestre. Et cet extraterrestre va leur apprendre que leur destin est de sauver l'univers de sa destruction. Comment est venue l'idée de cette web-série? Ce qui nous pousse à nous lancer dans la folie d'une web-série, c'est principalement déjà de se différencier par rapport à ces séries-là, c'est qu'on fait pas de l'humour. C'est pas drôle notre série. Non, blague mise à part, c'est qu'on fait de la KPDP fantastique. On avait envie de se lancer dans cette aventure, d'une part parce qu'à la base c'était une nouvelle littéraire que j'avais écrite et que je l'ai fait lire à des copains qui disaient visuellement ça peut être sympa à essayer quoi. Sander a imaginé ça quand il était bébé, quand il avait 11 ans. Il a développé l'histoire jusqu'à ses 20 ans. Il se trouve qu'à une soirée d'amis communs, on s'est rencontrés. Ça nous a amené en fait à vouloir faire un projet en commun tous les deux. Et il a ressorti cette histoire des cartons et les Souverains sont arrivés comme ça. Les Souverains qui en fait qui sont la préquelle à cette histoire qu'il avait déjà écrite. On se voyait pas se lancer dans un long métrage amateur, ni dans un court métrage parce qu'il y avait trop de choses à raconter. Donc le format épisodique nous convenait totalement. Depuis sa création, l'univers est en guerre. Un secret a été volé, dissimulé sur Terre par un fugitif. Il est dit qu'un couple d'êtres humains serait l'origine d'une ère nouvelle. On les nomme les Souverains. Qu'est-ce qui est le plus compliqué quand tu te lances dans une web-série? Pour moi, ce qui était compliqué, c'est comme je suis pas du tout issu de l'audiovisuel, c'était d'apprendre quoi. Donc se lancer à corps perdu là-dedans et puis de faire des erreurs, évidemment, forcément, et d'essayer de corriger le plus rapidement possible ces erreurs-là. Avec quoi et quel budget a été tournée ta web-série? C'était très évolutif en fait. On va dire sur les premiers épisodes, c'était 600 € par épisode. Sur les derniers, on a mis plus d'argent de notre poche, on a fait du crowdfunding. Sur les 4 derniers épisodes, on a quand même réuni crowdfunding et fonds personnels 6 000 €. Plus les épisodes avançaient, plus on se challengeait, plus on avait besoin d'argent, plus on avait besoin de gens, plus des gens sont rentrés dans l'équipe, plus ça coûtait cher pour les nourrir, plus et ainsi de suite quoi. Comment vois-tu l'évolution du modèle économique des web-séries? Je dirais que la difficulté des web-séries, c'est que maintenant elles sont déjà bien implantées sur le tissu de notre génération. Et que la difficulté, c'est de sortir son épingle du jeu. C'est pourquoi une web-série et pas une autre. Il y a beaucoup d'humour. Il y en a quelques-unes qui sont moins humoristiques et qui méritent souvent le coup d'œil. On peut avoir des web-séries mauvaises,
mais qui fonctionnent très bien parce que bien communiquées. On peut avoir des web-séries qui sont extraordinaires, mais que personne n'entend parler parce que personne n'en parle. Et nous, on essaye du coup de faire quelque chose de bien communiqué. On part du principe que mathématiquement, ça doit fonctionner à un moment ou à un autre. Comment Noob, Flanders et le Visiteur du Futur t'ont influencé? J'ai très peu été adhéré, ou vu ce phénomène web-série, donc j'avoue que je n'ai pas vu beaucoup. J'ai vu quelques épisodes de chaque. On a débarqué après en fait, on connaissait pas vraiment. Moi j'ai découvert ça après, j'ai beaucoup aimé après et je me suis dit c'est cool, c'est faisable quoi, on peut faire un truc vachement sympa. As-tu eu la pression en passant après ces 3 mastodontes? On essaie de faire bien, on ne dit pas qu'on doit faire aussi bien qu'eux, mieux qu'eux. On veut juste que notre produit, qu'on en soit fier. On sait qu'on a des lacunes, notamment je pense, parce que on a eu des comédiens et des amis. Il y a vraiment un nivellement du jeu et je pense que c'est ce qui dessert le plus parce que maintenant les gens sont... C'est bizarre, mais même si on fait un truc qui est techniquement beau, le jeu d'acteur ne sera pas pardonné. On peut faire quelque chose qui soit assez moche si les comédiens sont excellents. Ça passera plus facilement. Nous, on essaie juste d'avoir un rendu propre, c'est-à-dire d'avoir le rendu qui nous plaisait. On n'avait pas envie de donner l'impression que c'était filmé avec une caméra amateur, que c'était filmé à l'arrache, etc. On a essayé vraiment de donner quelque chose de propre à l'image, au son, au niveau de la musique. Les musiques ont été composées. On essaie de se rapprocher le plus possible d'un format série, de ce qui pouvait le plus se rapprocher à de la série. Et la suite? J'ai plus une attente de qualitatif en fait, vraiment passer sur du modèle pro, ne serait-ce qu'en termes de matériel, en termes de direction d'acteur. Autant le prologue, le 1, le 2, on a fait ça avec une caméra DV, on pouvait avoir du grain sur des scènes de sombre, où on faisait pas toujours attention à la prise de son, où le jeu d'acteur était moyen parce que tout le monde n'était pas acteur. Et au fur et à mesure, on évolue avec une direction d'acteur, à faire beaucoup plus de répètes, plus de séances de lecture. Là, on est sur du nouveau matériel depuis l'épisode 4. Ce côté-là qualitatif pour arriver à un paroxysme qualitatif tant visuellement que techniquement qu'en termes de jeu d'acteur. Pour une saison 2, idéalement à la télé. Merci à vous tous et on vous donne plein d'énergie pour aller au bout de vos rêves. Je sais, je parle bien. Je sais aussi très bien imiter Nicolas Sarkozy, mais ça n'a aucun intérêt dans ce sujet, je vous l'accorde. Donc tu disais web-série? Visiteur du Futur notamment. Ouais. D'ailleurs, t'as tourné, je crois, sur les heures de François. Non. Ah ouais. Et si, pour le Golden Show. Exactement. Oui, pas dans le Visiteur du Futur, mais effectivement pour le Golden Show. Ouais. C'était dans mon propre rôle en tant que présentateur de JT. Oh, c'est fou ça. Justement, tu me tends une perche que je ne saurais saisir à la volée. Ou cette phrase. Ce genre de phrase. Je sais, je provoque. Attention. On va revenir un petit peu sur ta carrière. Ta première expérience en radio? Pratiquement à la même époque, c'est-à-dire que moi, donc à cette époque en 82, il y a eu 2 phénomènes. Il y a eu effectivement l'explosion du jeu vidéo avec Atari qui allait bientôt d'ailleurs mourir. Mais en tout cas, c'était la folie du jeu vidéo et c'était la folie des radios libres. Ouais. C'était la libération de la bande FM avec l'arrivée de Mitterrand. On a vu plein de radios se créer et moi j'étais fan de ça. Quand j'avais 10 piges et j'écoutais les débuts d'Énergie, ça me fascinait. RFM à l'époque, une radio qui était extraordinaire, qui était une radio publique qui s'appelait Radio 7, qui était vraiment la radio des jeunes, qui s'est fait dégager pour laisser sa place à France Info en 87, malheureusement parce que c'était une radio extraordinaire que le Move n'a pas réussi à reproduire, mais en tout cas c'était l'équivalent. Vraiment, tous les jeunes se retrouvaient là-dedans. Et j'étais fan de ça et c'est ce que je voulais faire. Je voulais être animateur. Et heureusement, il y avait plein de petites radios. Il y en avait une dans ma ville de Sarcelles. Je suis allé les voir, j'avais 14 ans et là, ils m'ont accepté. Et j'ai commencé à faire la radio le mercredi, une émission pour les jeunes. Et puis j'ai jamais arrêté. En fait, j'ai commencé à 14 ans la radio et j'ai juste jamais arrêté. Écoute, c'est un virus, la radio. Ouais.
Quand ça te prend, tu... Ah bon, tu... Ah ouais. Ah, tu connais un peu, toi? Oh, un tout petit peu. Oh, c'est un petit peu, mais on n'en parlera pas parce que c'est pas l'invité quand même. Voilà. Allez, bah Bertrand, on est dans les 2-3 dernières de la saison, j'ai le droit. Bertrand, bah justement, on parlera de la deuxième partie de ton parcours un petit peu plus tard dans l'émission. Tout de suite, je saisis cette feuille pour vous dire que tout de suite, on retrouve l'année geek, Rudy Pomarez. Bah justement, on parlait de la Flanders Company en web série. Bah Rudy fait partie de l'équipe depuis la saison 3, fait déjà quelques numéros et on se retrouve à Zouz d'Abré. Cette fois-ci, Zouzot. Vous savez, je sais pas si c'est mon corps qui s'habitue à la douleur ou quoi, hein, mais je trouvais que vos potes qui m'ont tabassé hier, ils étaient pas à 100% dans ce qu'ils faisaient. Bah alors, même pas une répartie cinglante, même pas un petit fouettage, qu'est-ce qui vous arrive? Excusez-moi, j'avais la tête ailleurs. Il y a quelque chose qui vous tracasse? Un audit à passer avec mes supérieurs. Ils semblent mécontents de nos progrès. Oh, allez, ça va bien se passer. Vous êtes un pro dans ce que vous faites, hein, je peux en attester. Hein. Bref, passons. Concentrons-nous sur notre travail. Aujourd'hui, j'aimerais que vous nous parliez de 1986. Oh bah c'est une bonne année ça, elle est pleine d'ondes positives et tout. C'est l'année où le réacteur de Tchernobyl a explosé. Oui, et c'est tragique. Mais pour la communauté geek, c'était beaucoup plus sympa. C'est cette année qu'est sorti le premier appareil photo numérique, l'ancêtre d'Instagram. Au revoir pellicule. Bonjour carte mémoire. Vous êtes ridicule. Oh ça va. Au cinéma, on a eu droit à de nombreux bons films. Alien de Ridley Scott, Top Gun dans un autre genre aussi. C'est cette année qu'IBM a lancé son Convertible Computer, le premier PC portable à être commercialisé. Et si je vous demande ce qui vous aura le plus marqué? Ah ben pour moi, cette année, il n'y a pas photo. Hein. C'est la sortie d'un jeu sur NES, The Legend of Zelda. Bien entendu. C'est le premier volet de la saga éponyme. Un jeu d'action-aventure qui vous met dans la peau de Link, un jeune guerrier bien courageux qui poursuit une noble quête. Retrouvez tous les fragments de la Triforce pour libérer la princesse Zelda de l'infâme Ganondorf. J'aurais mieux fait de la fermer, moi. Oh, allez, ne me dites pas que vous n'appréciez pas ces quelques minutes d'entretien entre nous. Je vous dirai ça après mon audit. Au revoir, monsieur R. Au revoir, Bob. Au fait, hein, ça vous dérange pas, hein, si je vous appelle Bob? Bertrand, t'as déjà eu le droit à 2 chroniques. Maintenant, c'est au tour de Joe d'essayer de te convaincre et il a 6 minutes, pas une de plus. On va parler d'une série diffusée entre 75 et 79, d'abord sur la chaîne ABC, puis sur la chaîne CBS. Une série dont, pour une fois, le personnage principal est une femme forte, une femme qui possède un avion invisible, un lasso qui fait dire la vérité à tout le monde. Il s'agit de Wonder Woman. On regarde tout de suite le générique. Now the world is ready for you and the wonders you can do. Make a honky tonk, stop a war with love, make a liar tell it true. Alors Wonder Woman, bien entendu, difficile de parler de Wonder Woman. Convaincu. Mais ça y est, c'est bon. Fin d'émission, chers amis, je vous rappelle. N'en dis pas plus. Non, mais difficile de parler de cette série Wonder Woman sans parler évidemment de Linda Carter, qui non seulement possède un avion invisible, mais qui est également elle-même un avion de chasse. Pas mal. Très bon. Le niveau monte. Puisqu'avant avant de... Ben, généralement, quand on prend un avion, ça monte. Non, là, tu vois, t'as flingué le... T'as mis un peu de chantilly sur un putain de beau gâteau. Ouais, c'est ça. Et là, du coup, il devient indigeste. Tout ça pour dire que, effectivement, Linda Carter reprend le rôle de Wonder Woman après que 2 premiers pilotes aient été tournés et plutôt échoué à convaincre les téléspectateurs. Un qui avait été tourné avec Katy Lee Crosby, qui était très jolie aussi, mais qui était blonde, dont le costume de Wonder Woman n'avait pas grand-chose à voir avec le personnage du comic books, et dont aucune des habilités ne rappelait celle de Wonder Woman. Donc elle était de Wonder Woman que le nom. Et puis en 1975, on essaie de relancer la série. Linda Carter, qui avait représenté l'Amérique au concours Miss World et joué des petits rôles dans quelques séries comme Starsky Hutch par exemple, est repérée par les producteurs et il lui confie le rôle de Wonder Woman et elle va littéralement crever l'écran. Le public va instantanément tomber amoureux d'elle, non seulement grâce à sa plastique avantageuse et puis son jeu qui aujourd'hui a un petit peu vieilli, qui est un petit peu désuet, mais qui à l'époque en tout cas fonctionnait particulièrement bien, et puis un premier épisode pilote
qui est, si tu veux, le petit précis de l'adaptation de comic books qui ne froisse pas les fans et qui en même temps se permet d'ajouter quelques nouveautés par rapport au comic books. Tu piques ma curiosité. Alors, pour vous raconter un petit peu le pitch, le premier épisode se déroule, et toute la première saison d'ailleurs, se déroule durant la Seconde Guerre mondiale. On est en 1942 et il y a un pilote de l'US Air Force, Steve Trevor. Son avion est touché au combat. Il s'écrase dans le centre du triangle des Bermudes, plus précisément sur Paradise Island, qui est une île peuplée par les Amazones. Et cette île a la particularité de permettre le développement chez ses habitantes de pouvoirs spéciaux, à savoir l'invisibilité et une force surnaturelle. Donc peinard, elles ne se font pas emmerder. Je relève juste un truc, c'est qu'en fait, elles ont un pouvoir d'être invisibles entre elles sur une île déserte que personne ne connaît. C'est ça. C'est quand même, dans la série, quand même des pouvoirs spéciaux de merde. Celui-là, il est quand même phénoménal. Non, il est pas mal, mais elles sont quand même super balèzes, elles sont immortelles, et donc du coup, elles récupèrent l'avion de Steve Trevor et elles décident, en bonnes Amazones, de le soigner et puis ensuite de le renvoyer illico presto chez lui, parce qu'un homme sur l'île des Amazones, c'est un peu contre la loi. La question se pose de qui va ramener Steve Trevor à Washington. Et là, il y en a une qui se proposerait bien, c'est celle qui l'a soigné, c'est Diana, la princesse de Teremiskia, cette île, qui se dit « J'aimerais bien le ramener chez lui parce que bon, je le kiffe un petit peu, et puis si je pouvais visiter un petit peu, voir le monde, ça m'irait pas plus mal. » Sauf que c'est la fille de la reine des Amazones et qu'en tant que telle, elle n'a pas le droit de quitter l'île. Alors, comment est-ce qu'on va décider qui va ramener Steve Trevor chez lui? Tout simplement, on va organiser des petits Jeux Olympiques. On va faire, tu vois, tranquillement, histoire de pas trop se faire chier, on va créer des Jeux Olympiques, on va faire participer toutes les habitantes de l'île, et celle qui gagne les épreuves pourra partir aux États-Unis. Ça, c'est dans le pilote. Tout ça se passe dans le pilote. Il dure 6 jours. Il dure 6 jours, donc. Alors, finalement, la princesse Diana se déguise, elle arrive à participer en sous-marin aux Jeux, elle les remporte au nez et à la barbe de sa mère, qui dit, bon bah ok, tu peux partir aux États-Unis. Elle lui file un costume, elle lui file un lasso, un costume aux couleurs du drapeau américain pour qu'une fois qu'elle arrive à Washington, elle dépasse. Personne la remarque trop. On se dit on va lui filer le drapeau du pays, comme ça va fonctionner. Et puis évidemment le lasso qui lui permet d'obtenir obéissance et vérité de la part de toute personne qu'elle enserre avec. Le lasso, c'est un élément très très important chez Wonder Woman, également dans le comic book d'origine. C'est pour ça que les fans de comics ont beaucoup apprécié la série, parce que le personnage a été créé en 1942 par monsieur William Marston, qui était un psychologue, et qui était un petit peu déviant. C'est-à-dire qu'il aimait bien tout ce qui était bondage, filles attachées. C'est pas déviant du tout. Non. Pas forcément déviant, mais disons que c'est une sexualité particulière. Et c'était beaucoup représenté dans le comic book. Et dans la série, tout en réussissant à garder un côté assez consensuel et grand public, ils ont quand même réussi à apporter un petit peu cette imagerie érotique qui existait dans le comic book. 3 saisons de Wonder Woman. La première saison qui se déroule donc pendant la Seconde Guerre mondiale, qui est diffusée sur ABC. Cette série lui coûte trop cher parce que, comme je le disais par exemple pour Rome, ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, donc c'est une série costumée qui coûte très cher. Ils abandonnent le projet. CBS le récupère et produit 2 nouvelles saisons qui vont transposer dans les années 70 en prenant pour excuse que Wonder Woman est retournée entre-temps sur son île où elle est immortelle de toute façon, donc elle n'a pas vieilli d'un poil. Elle peut revenir dans les années 70 aux États-Unis, décider de s'allier avec un groupe antiterroriste et de les soutenir dans leur lutte contre, cette fois-ci, plus des nazis en carton comme dans la première saison, mais contre des vrais super vilains qu'on va créer pour l'occasion. Ça va fonctionner effectivement pendant 2 saisons, et puis à la fin des années 70, il y a un autre super-héros, lui de Marvel Comics, qui s'appelle l'incroyable Hulk, qui va prendre de plus en plus de place sur les écrans américains, qui va un petit peu rendre qui a à peu près caduque, la même poitrine. Qui a à peu près la même poitrine que Wonder Woman, mais qui n'a pas la même sex appeal, ou alors ça dépend un petit peu de ton orientation sexuelle et de ce que tu sais rien. Moi, je suis très ouvert aux super-héros. Il va effectivement piquer petit à petit la vedette à Wonder Woman, qui va mourir de sa belle mort, qui aura eu plusieurs tentatives de réadaptation à la télévision. Récemment encore, en 2011, il y a un pilote qui a été tourné qui a malheureusement pas fonctionné. D'ailleurs, on en discutait avec Bertrand quand on était sur la passerelle, c'est-à-dire que c'était tellement mauvais qu'on ne l'a même pas vu sur Internet. Mais le personnage, maintenant c'est disponible sur Internet, mais le personnage va peut-être revenir dans une série qui s'appelle Arrow, qui s'intéresse au personnage de comic books. Eh bien, Arrow, et le personnage de Wonder Woman va peut-être être réintroduite à la télévision, je vous vois venir, dans cette série-là. Donc voilà, t'as un petit peu de temps pour cogiter, mais on va quand même te passer un petit peu sur le grill, Bertrand. Je parlais de tes expériences télé, je vais y arriver, c'est très dur de dire ex. W9 Énergie 12 Kenelgy. L'expérience télé qui reste à ce jour ta meilleure?
Ah, c'est celle-là, ouais, Oula, je pense que... Ouais, sans être politiquement correct. Non, c'est pas celle-là, sans donc, déconner. Non, un truc qui m'avait bien fait délirer, c'est une émission qui s'appelait Click Comedy sur France 2, troisième partie de soirée. C'était à l'époque des débuts du net. Tout le monde avait sa page perso. C'était la folie des pages perso, c'était en 2002. Et donc on avait fait une émission sur tous ces gens qui s'exprimaient sur le net et qu'on avait adapté d'une émission anglaise qui s'appelait Dot Comedy, donc c'est le jeu de mots marchait mieux. On l'avait appelé donc le Click Comedy et pendant la première émission, on avait reçu des gars qui avaient monté un site sur le P enflammé. Je sais pas si vous vous souvenez de ce site. C'était une bande d'étudiants. Quelques précisions. Voilà. Et donc, les mecs se filmaient en allumant des P, donc avec des flammes, voilà. Et nous, on a eu donc cette idée, et on a dit, on va réaliser une expérience, on va filmer un P enflammé en direct. Donc le mec était sur... Rappelle-moi France 2, donc. France 2. Et c'est donc ta meilleure expérience. Attends, tu vas voir. Donc le mec a passé 1 heure à manger des flageolets, du chili sur le plateau, sur France 2, pour à la fin effectivement nous faire un beau P enflammé avec le ralenti et tout. Et le lendemain, on a eu un article dans le Figaro, qui a dit qu'à l'heure où les Français payent leurs impôts et leurs redevances télé, France 2 fait une émission sur le P enflammé. Autant dire que on a plus une seule bande-annonce sur cette émission, mais comme il s'était engagé sur une dizaine d'émissions, on a fait 10 émissions qui sont passées assez inaperçues, mais sur lesquelles moi j'ai rencontré des gens complètement barrés et je me suis vraiment marré, quoi. Et aujourd'hui, c'est plutôt l'activité de producteur dans laquelle tu t'éclates le plus ? Ouais, je m'éclate. Franchement, je m'éclate parce que moi, ce que j'aime à la télé, c'est pas tant présenter, c'est concevoir, réunir des gens, des talents, des animateurs, des réalisateurs. Et c'est toujours ce que j'ai aimé faire dans mes émissions, puisque toutes les émissions que j'ai animées, je les ai produites. Donc j'étais plus en coulisses qu'à l'antenne, même si les gens s'en rendent pas compte, quoi. Et donc c'est ce que je fais. Je continue et je produis autant d'émissions que possible, mais pas que des émissions, des documentaires, un peu de fiction, voilà. Oui, parce que tu as tourné un documentaire qui s'appelait Génération Pixel, me semble-t-il, qui est très très bien. Ouais, merci, c'est un truc dont je suis vraiment fier, quoi. C'est-à-dire que le jeu vidéo à la télé, pour moi, ne doit plus passer par le traitement de l'actualité, ça n'a pas de sens. L'actualité du jeu vidéo, on la suit sur un... Je te rejoins complètement là-dessus, puisque nous devons jamais parler d'actualité ici. Exactement. Faisons que du vieux qui pue. Et en revanche, le documentaire, c'est un truc qu'on peut pas trouver, ou rarement en tout cas, sur le net. Ça demande un autre travail, et la télé s'y prête bien pour traiter le jeu vidéo. Donc c'est vrai que j'ai produit ces dernières années pas mal de documentaires sur le jeu vidéo. Il y a un truc dont on doit se rendre compte, c'est qu'en France, le jeu vidéo, c'est pas qu'un marché, c'est aussi une culture. Et ça, pour voyager, je m'en rends compte, et même les créateurs de jeux japonais, des gens comme Kishimoto, lorsqu'il débarque et qu'il apprend qu'on a écrit un livre sur lui, alors qu'au Japon, il est limite... enfin, il galère à joindre les deux bouts, il est limite à la rue. Voilà, en France, on a cette culture du jeu vidéo. On s'intéresse pas qu'aux jeux, on s'intéresse à ceux qui les créent. Mais ça, c'est le côté auteur de la France. Exactement. Et c'est le côté auteur de la France. C'est vrai qu'on est entouré de culture, de vieux immeubles, de l'histoire du cinéma, des peintres, etc., qui fait que ça déteint sur les joueurs qui s'intéressent pas seulement aux jeux, mais à la culture. Et la culture, elle n'est pas, à mon sens, assez traitée, ni sur le net, ni à la télé. Et je pense qu'il y a une place pour ça, pour créer une vraie émission culturelle autour du jeu vidéo. Écoute, si tu as besoin d'un invité, quelqu'un qui s'y connaît, quelqu'un qui pourra te parler des 30 ans de l'histoire de Nintendo, je pense à toi. De Miyazaki Miyamoto, le grand réalisateur de films sur Nintendo. Je vais essayer de trouver quelques pompes sur Internet et je vous laisse avec la chopiniste et on se retrouve juste après. Et j'aurai certainement une anecdote jeu vidéo à placer. Waouh. Previously on Dexter. Comment ça, Previously on Dexter? Mais je veux pas être Previously on Dexter, moi, mais non! Non, je veux pas mourir, oh, j'ai une shopping à faire, je veux pas mourir! Walking Dead numéro 19, Ezekiel. Alors ça bourrine toujours super grave entre Rick et Negan. Alors Negan qui est peut-être le bad guy le plus charismatique de la série, en tout cas moi j'accroche à mort, Robert Kirkman est vraiment de plus en plus un génie à mes yeux. Strange, le début et la fin, les origines de Doctor Strange, écrite par J. Michael Straczynski. Alors vous le connaissez parce qu'il a fait Babylon 5 pour la télévision et l'excellent Rising Star en comics. Alors Doctor Strange, c'est un médecin réputé qui un jour va perdre l'usage de ses mains et finalement qui va découvrir le monde de la magie. C'est classique mais efficace.
clone de David Schulner qu'on nous présente alors sur le 4e de couvre comme le scénariste de Desperate Housewives. Ce qui est plutôt bizarre parce que c'est surtout publié aux États-Unis par Robert Kirkman, le mec de Walking Dead. Alors le pitch, c'est un gars qui chez lui d'un coup voit un clone en train de crever dans sa cuisine, un clone de lui, et lui-même se rend compte qu'il est qu'un clone aussi parmi tant d'autres. Alors c'est graphique, sanglant, juste ce qu'il faut, honnêtement, je recommande. Frankenstein chez Tonkam, c'est la version manga du classique de Mary Shelley bien évidemment, mise en dessin par Sunji Ito qui est le maître du manga d'horreur. Ça remodernise complètement le mythe à travers un dessin certes traditionnel mais extrêmement efficace. Maori, le volume 2, c'est chez Ankama. En Nouvelle-Zélande, un flic maori mène l'enquête sur la mort de la fille d'un député, un petit côté Twin Peaks mais chez les Kiwis. C'est écrit par le romancier Caril Ferret, un amoureux de la Nouvelle-Zélande, une sorte de globetrotter qui a trouvé en cette terre le terrain idéal pour des affaires criminelles. Love chez Ankama, c'est une BD 100% graphique, 100% animalière et surtout 100% sans dialogue. Et oui, ça fait beaucoup de sang. Chaque album suit un animal, ici un lion rejeté par son groupe et qui va devoir survivre. Personnellement, j'ai été très impressionné par sa mise en scène, je vous le recommande. C'est un petit peu le coup de cœur. Si récemment vous avez trouvé 6500 € en plus de coupure dans la nature comme ça, vous allez pouvoir vous offrir aussi la statue géante d'Iron Man, 6500 €. Ah tiens, j'entends des bruits de pas. Bonjour Dexter. Alors je sais que je suis pas trop dans une situation où je peux la ramener, mais personnellement j'ai trouvé que la fin de la saison 8 était vraiment à chier. Oh, c'est un couteau. Toujours avec Bertrand Hamar qui est notre invité. En fait, je viens de me rendre compte qu'il n'y a pas de connexion dans ce bâtiment, dans ce studio, donc je n'ai absolument aucune anecdote, mais ça, finalement, vous n'étiez pas surpris, vous alliez vous en douter. Bertrand, petit récapitulatif. Joe t'a parlé de l'excellente série Wonder Woman. Rurik t'a parlé de The Mission. Laurent t'a parlé de Micros, ça revient. Je vais te demander de te prononcer. Mais attention, il y a vraiment, tu dois donner un vote. Je veux pas de trucs genre un petit peu pour toi. Quoi. Non. Non, parce que franchement, mais très honnêtement, vous avez tous les trois assurés. Ah non. Mais. Non, vraiment, je dois en choisir un. Ah ouais. Tu dois en détruire deux, en fait. Je peux voir ça comme ça. Voilà, comme ça. Alors, non, je suis vraiment emmerdé. Non, mais très honnêtement, je suis emmerdé parce que tu m'as fait découvrir le cinéma hongkongais et la manière dont on parlait, cet immeuble, ces étages. Moi, tu sais, il nous a parlé de beaucoup de merde très très bien. Hein. Ouais, mais il en parle très bien. C'est ça. C'est-à-dire que le sujet m'intéresse pas du tout. Mais t'en parles très bien, t'as réussi à me choper. Toi, tu m'as rappelé que je lisais ces comics à l'époque, alors que moi-même j'avais oublié. Donc tu m'as rappelé de beaux souvenirs. Mais quand même, à l'époque... L'appel du sexe. Voilà. Ah, ouais. Toi, tu m'as parlé d'une femme qui fouette. Là, je veux dire, voilà. Non, mais c'est surtout que... C'est pas toi, Rurik, qui a parlé de ça. À cette époque, je regardais vachement les séries télé. Moi, j'étais très Steve Austin. Oui, gros collectionneur de jouets. T'en as quelques-uns, d'ailleurs, de l'homme qui valait faire. Ouais. Mais comment tu sais ça? J'ai appelé ta famille. Ouais, mais effectivement, j'avais l'homme qui valait 3 milliards, grand comme ça, où tu pouvais regarder dans l'œil, et la valise d'Oscar Goldman qui explosait, voilà. Il y avait Super Jamie qui était un peu la réponse. Elle aussi, ouais, la réponse à Wonder Woman. À Wonder Woman. Donc, avec le générique et tout, Wonder Woman. Voilà, Wonder Woman. Oui, j'ai changé, ça fait plusieurs émissions, je vous pose pas la question. Et puis en même temps, est-ce que ça m'intéresse? J'en sais rien. Bertrand, un grand merci encore d'avoir passé cette heure avec nous. Merci à vous, on te retrouve. T'as 15 secondes de promo, on te retrouve où? Dis-moi tout. Alors, moi, je suis très fier d'être sur deux médias hyper mainstream qui sont Énergie, donc première radio de France, et Télé 7 jours, premier magazine de France, où on se dit, mais qu'est-ce qu'ils vont parler de jeux vidéo? C'est ce que je me disais. Exactement. Et mais moi, en fait, je suis très fier de ça parce que ça me permet de parler, certes, des blockbusters, mais aussi de parler du jeu indépendant. Et quasiment toutes les semaines, sur Énergie, dans Télé 7, à un grand public, parce que je vois pas pourquoi le grand public passerait à côté de jeux indépendants qui sont aussi pour eux. Et donc, je suis très fier de ça, d'être sur ces médias de masse et d'arriver à parler du jeu vidéo un peu différent pour éduquer les masses. Eh ben voilà, très bonne chose. Donc on te retrouve toutes les semaines, un peu partout. Exactement. Et le blog, tu peux me le rappeler? bamarenlive.com. Voilà. Si vous voulez poursuivre l'aventure, si vous voulez parler de Plus ou Moins Geek, qui ne sera jamais dans Télé 7 jours, qui sera jamais chez Énergie. Pourquoi pas? Mais tu sais pourquoi? Parce qu'on est des sales gosses et chaque fin de saison se fait virer par la chaîne qui nous produit. C'est tout, c'est ça, c'est le miracle de... Rendez-vous avec le boss juste après. Il a 2-3 choses à nous dire. Chez vous, rappelez-vous que vous pouvez continuer à parler de l'émission sur les réseaux sociaux. Je vous encourage aussi à revoir toutes les émissions. Ah, tu as essayé de faire un hashtag Plus ou Moins Geek, voilà. J'adore, j'ai même plus besoin de présenter l'émission tellement j'ai des tics vocaux.
Vous pouvez nous retrouver aussi sur la chaîne YouTube Plus ou moins Geek TV pour revoir toutes les émissions des saisons 3, 2 et 1. Même si la 1, je vous défends d'y jeter un coup d'œil parce que c'était vraiment pas terrible, mais on kiffe. Si, on a donné des semaines de notre vie pour que tu dises que c'est de la merde. Incroyable ce mec. Mais je me renie, tu sais, je m'auto-suicide, je serai pas lancé. Je me renie sous bois. Messieurs, dames. Moi je trouve que t'étais meilleur en saison 1, c'est ça. Ça veut tout dire quand même. Voilà, je crois qu'en fait j'ai trouvé qu'il ne sera pas là l'année prochaine. Allez, on se retrouve à bientôt et n'oubliez pas avant de se quitter qu'un bon geek sera toujours à mes yeux un geek curieux, mais ça vous le savez déjà. Allez, salut.